Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par la rédaction française de Radio Prague International. Mardi 31 août, notre station a célébré le 85e anniversaire de la retransmission de ses premières émissions en langue étrangère dans le monde avec la diffusion d'une émission spéciale. L'occasion de plonger les auditeurs dans les archives de la radio tchèque. Aujourd'hui largement numérisées, ces archives sont en effet une mine d'or. Parmi les pépites conservées, certaines voix bien connues d'Edvard Beneš en français à François Mitterrand, en passant par Charles Aznavour. Bien que sa voix soit moins connue, Tomáš Dufka est le directeur de la recherche et de la bibliothèque de la radio tchèque, Český rozhlas, en compagnie de Thibaut Maillet. Tomáš Dufka a accepté de commenter quelques-uns de ses sons d'archives. Il m'est venu à l'esprit de me concentrer sur la façon comment la radio tchécoslovaque traitait au XXe siècle les sujets francophones. Et j'ai bientôt compris que dans nos archives, on trouve non seulement des actualités, reportages ou émissions sur la France et sa culture, ses personnalités, ses artistes, mais aussi certains enregistrements en langue française. J'ai décidé donc de vous faire une courte excursion des enregistrements français des archives de la radio tchèque en XXe siècle. Alors je vous propose que sans plus tarder, on écoute le premier son que vous avez sélectionné. C'est pas le plus vieux des collections, on l'a dit, elle remonte à 1932. Celui-ci date de 1938, mais c'est une voix que certains de nos auditeurs reconnaîtront peut-être. Mesdames et messieurs, nous célébrons aujourd'hui, comme chaque année, la cérémonie de la paix de la Croix-Rouge. Nous proclamons pour 3 jours sur toute l'étendue du territoire de la République la trêve de Dieu. Tomáš Dufka, je vous laisse nous dire qui parle. Edvard Beneš, le président de la Tchécoslovaquie. Un discours qui a été diffusé en avril 1938. Edvard Beneš, on le sait, il parlait parfaitement français. Oui, parfaitement, on peut dire avec un accent, mais parfaitement. Il a étudié en France, à Dijon, et pendant la Première Guerre mondiale, c'est aussi là-bas qu'il s'est réfugié. On imagine facilement que dans ce contexte, en 1938, encore une fois, je le rappelle, un appel du président tchécoslovaque à la paix en français, c'est pas anodin. Cherchait-il un soutien à l'Ouest, avant quelques mois plus tard que les accords de Munich ne scellent le sort de la Tchécoslovaquie? Déjà, dès les années 20, la Tchécoslovaquie déclarait pendant les Pâques 3 jours de la paix de Croix-Rouge. Et dans cette initiative, pendant laquelle Edvard Beneš a prononcé aussi son discours en 1938, parce que cette initiative a été fondée par la fille du président Masaryk, Alice Masaryková, et elle appelait à la paix en sens large de terme. Et dans la deuxième moitié des années 30, elle a essayé cette initiative diffusée aussi à l'étranger vis-à-vis de la situation politique aggravante. Et dans ce contexte, il faut dire que Beneš prononçait son discours en tchèque, en français, mais aussi en anglais et peut-être aussi dans d'autres langues. À cette époque, d'ailleurs, la radio tchèque avait une vocation peut-être internationale aussi, comme l'avait la BBC. Je rappelle juste que Radio Prague, qui est devenue maintenant Radio Prague International et qui continue d'exister depuis 85 ans, a été fondée en 1936. Et à l'époque, les grandes radios, elles émettaient en ondes courtes vers l'étranger, et principalement l'Europe et les États-Unis. Quand j'ai regardé dans nos archives, on a beaucoup aussi des contributions des intellectuels tchèques ou des politiques et des hommes d'État où je n'ai pas regardé dans des archives mais dans des sources qui parlent de ça, et il paraît qu'on a aussi qu'on diffusait plusieurs contributions de ces hommes pendant la Première République tchécoslovaque. Juste on n'a pas gardé ces sons physiquement, donc on ne peut pas les écouter aujourd'hui. On va faire un petit bond dans le temps. Fini la Première République, puis la Seconde Guerre mondiale, et on arrive le 7 avril 1946 et dans un tout autre domaine. Mají rychlejší start na míč a taky hrají obětavě. Teď byla příležitost. Už je to 2:0 pro Francii. Přelil ve 30. minutě a sice Là, ce qu'on entend, c'est le commentaire diffusé en direct à la radio tchèque d'un match de football qui oppose la France à la Tchécoslovaquie. On est donc en 1946, pourtant, vous m'avez dit en préparant cette émission que des retransmissions sportives, ça existe quasiment depuis aussi longtemps que la radio tchèque existe.
Oui, c'est ça, c'est vrai. Le premier reportage sportif a été diffusé en 1926 et c'est aussi la première fois que le reportage sportif a été présenté par le rédacteur tchèque Josef Laufer. C'est vraiment un phénomène, c'est un reporter phénoménal des émissions sportives. Et donc la tradition est longue et elle continue. Et ce match que vous venez de présenter, c'est le match amical qui a été joué à Paris et qui France a gagné 3-0, juste pour être clair. Et donc là, pour être aussi complet, ce qu'on entend, c'est un commentaire qui a été diffusé depuis la France. Ça, je ne sais pas si c'était diffusé, mais c'est sûr que ça restait dans nos archives. Ça a été enregistré, donc vous retrouvez avec ces archives, je le précise, sur notre site internet, quelques illustrations. Pour la troisième archive, je pense que comme pour la première, on va essayer de laisser nos auditeurs découvrir et deviner qui parle au micro de la radio tchèque. Nous sommes en 1974. Vous êtes d'origine arménienne. Quel souvenir gardez-vous de vos séjours en Arménie soviétique? Je suis resté 4 jours en Arménie soviétique dans toute ma vie. Il neigeait comme il n'avait pas neigé depuis 75 ans, ce qui fait qu'en dehors de 250 personnes de ma famille que je ne soupçonnais même pas vivantes. Et donc il s'agit de Charles Aznavour, alors âgé de 50 ans. Au-delà de l'interview, qui n'est pas forcément très intéressante, vous m'avez dit même qu'elle était un peu plate, comment ce son révèle-t-il la manière dont la radio tchécoslovaque, devenue radio d'État, plus que radio publique, traitait les autres pays, dont la France à l'époque? Donc, il faut dire que cet enregistrement, cette interview a été créé en 1974 et Charles Aznavour répond aux questions de rédacteur de la radio tchécoslovaque qui à ce moment-là fait l'interview à Paris avec lui. Et bien sûr que dans cette forme, l'interview n'a pas été diffusée dans l'émission tchèque. Et il faut dire mais on est déjà dans la période de normalisation, on dit, donc dans les années 70, 80, et l'émission tchécoslovaque à cette période n'est pas très intéressante de point de vue historique, parce que la période phare de la radio, si on ne compte pas vraiment les débuts, on parle plus des années 60 et de l'année 68. Comment c'était la radio dans les années 60? Est-ce qu'on arrivait à préserver une sorte d'îlot de liberté, ou la radio tchèque était déjà assez contrôlée? Au début, ou jusqu'à 68, la radio a été contrôlée assez bien toujours, mais en 68, avec la chute de la censure, au printemps de Prague, on a commencé à faire vraiment des reportages originaux. On confrontait les politiciens vraiment en direct, ce qui n'était pas le cas avant. On commençait à faire des sujets qui étaient complètement censurés avant. Donc, en 68, entre, on dit, mai ou peut-être mars 68 jusqu'au août, on voit ou on entend vraiment la radio au niveau international. Mais après, c'est le cas d'interviews avec Aznavour. Ce sont vraiment juste quelques interviews sans aucun chose intéressante pour dire vrai. Et la radio tchèque est à l'image de l'histoire de la Tchécoslovaquie et du pays, et donc ça s'est principalement illustré pendant les événements de 1968. On va faire un nouveau bond dans le temps et on va se retrouver en 1988. Monsieur le Président, pardon, quelles sont les perspectives de collaboration, de coopération avec des pays socialistes? Oui, cette question était déjà contenue
dans celle que vous m'avez posée il y a un moment. Mais j'ai préféré la traiter à part, car c'est également une question vaste qui ne peut pas être entièrement traitée dans le cadre du... Sujet international, encore une fois, à la radio tchèque, en l'occurrence la visite du président François Mitterrand. Que faisait-il après ? Oui, c'était en 1988, et cette interview a été enregistrée 3 jours avant le fameux déjeuner avec les dissidents à l'ambassade française. Sur la forme, vous pouvez peut-être entendre que la différence entre l'interview avec Aznavour et avec Mitterrand, c'est dans les mêmes coulisses, on peut dire, et des questions étaient assez plats aussi. Mais le contexte de ce interview est assez intéressant parce que François Mitterrand est arrivé en Tchécoslovaquie après qu'il conditionne sa visite par la possibilité de rencontrer des dissidents en tête avec Václav Havel, et les communistes, le régime communiste a présenté cette visite comme quelque chose de grand, mais plus important c'était le déjeuner avec les dissidents. Václav Havel. Václav Havel. Jusqu'au 31 octobre, le bâtiment historique du Musée national à Prague abrite l'exposition Czech Press Photo qui réunit les photographies lauréates de la 26e édition du concours de la meilleure photo de presse tchèque. Zoé Samin nous en dit plus. Créé en 1995, ce concours est le plus important pour les photographes de presse en République tchèque. C'est un moyen pour les photojournalistes de faire connaître ce qu'ils font et de les motiver à avoir une vision personnelle dans leur travail pour se démarquer. C'est aussi l'occasion de se souvenir des événements qui ont marqué l'année à travers des images qui parlent au grand public. Czech Press Photo parle de chronique picturale. C'est une photo prise par Roman Vondrouch qui a été récompensé cette année du prix de photo de presse de l'année 2020. Prise le 9 septembre dernier, on y voit un homme traversant un tunnel de désinfection dans la chapelle de Bethléem à Prague. Selon son auteur, le cliché évoque tour à tour l'isolement, la peur, la résignation et la fatigue. L'édition 2020 a évidemment été placée sous le signe de la pandémie, beaucoup d'images montrant les restrictions sanitaires ou la situation dans les hôpitaux, à l'instar de celles de Lenka Klinsperova ou de Dan Materna. D'autres événements ont permis aux photographes de montrer tout leur talent, comme la préparation olympique des sportifs avec l'image d'Ondrej Demel, montrant un kayakiste s'entraînant sur la Vltava. Renouvelé chaque année, le jury était cette fois-ci constitué de 5 photographes expérimentés, dont Joe Clamart, photographe en chef de l'agence France Presse pour l'Europe centrale. Les inscriptions pour l'édition 2021 sont déjà ouvertes et Anna Vakova, responsable du concours, nous explique les conditions pour y participer. Il faut être photographe professionnel dans une agence ou en indépendant et s'inscrire sur le site de l'organisation pour espérer passer les différentes étapes du vote en ligne et remporter un prix. Du fait du grand nombre de candidatures, Anna Vatskova assure que le processus est très long et que le jury est confronté à des choix compliqués, tant les photos sont d'une grande qualité. Ouverte tous les jours depuis début mai et jusqu'en octobre, l'exposition est l'une des plus visitées du Musée national, lieu qui n'a pourtant pas l'habitude d'accueillir ces photographies. En effet, elles étaient jusque-là exposées à l'hôtel de ville, mais leurs salles d'exposition ont été fermées, ce qui a contraint les organisateurs à rechercher un nouveau lieu. La photo de presse est un milieu mal connu du grand public, tant avoir des photos dans les journaux nous paraît aujourd'hui naturel. Laurent Gillieron, photojournaliste depuis 25 ans à Lausanne et récompensé par le Swiss Press Photo Award en 2005 et 2013, explique au micro de Radio Prague International les contraintes de son métier. Comme je vous disais, c'est un peu un métier de passionné. Donc beaucoup de gens vivent pour ça et pour la photo en soi. Après, faut pas le cacher que c'est un métier relativement compliqué. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'amis en dehors de la presse qui me disent « Ah, t'es photographe, c'est cool. Tu fais 2 clics et c'est fini. » C'est pas du tout le cas. Une grande partie de notre travail, c'est aussi de l'organisation, des mails, des accréditations, justement des voyages et des sujets de dernière minute. Donc, c'est vrai qu'il faut être quelqu'un de relativement souple dans ses horaires. Faut pas avoir peur de travailler 8 heures minuit ou des choses comme ça. Après, moi j'ai aussi une famille, j'ai 3 enfants, une femme, donc j'ai de la chance qu'à la maison ma femme m'aide beaucoup, me permet de faire tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est pas un travail entre guillemets de fonctionnaire. Et
c'est pas évident tous les jours, et je pense que c'est un métier qui demande une grande souplesse, une passion et oui, d'être prêt à changer tout aux dernières minutes. Pas vraiment de se fixer sur des choses à long terme. Encore plus maintenant, j'ai envie de dire, il y a 20 ans, je pouvais faire un planning sur 1-2 semaines, mais dans la société actuelle, avec toutes les nouvelles qui tombent en dernière minute, c'est plus possible. Maintenant, on a un agenda à 24 ou 48 heures à peu près maximum. Née pour remplacer les gravures dans les journaux dans les années 1920, la photo de presse doit aider à la compréhension du sujet et sert à raconter des histoires par l'image, support accessible y compris à ceux qui ne savent pas lire. Le but est de résumer un événement en une image. C'est Robert Capa, photographe de guerre hongrois, qui a réellement inventé le photojournalisme en 1936 avec son image de la guerre d'Espagne montrant un homme tombant en arrière touché par une balle. Depuis, les concours de photos de presse se sont multipliés. Laurent Gilliron les voit d'un bon œil. Ces concours, alors, ça élit souvent, ça dépend des pays, mais en Suisse, ça élit le photographe de presse de l'année, celui qui le gagne, il a ce titre-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste des concours, c'est-à-dire que vous devez présenter vos images. Donc, c'est pas un jury qui prend toute la production puis qui dit « ça c'est entre guillemets, le meilleur ». Chacun, donc on est libre de participer ou pas. Personnellement, je trouve très important, en tout cas en Suisse, pour une symbolique d'histoire. C'est-à-dire que ça donne un résumé de notre métier chaque année, mais à long terme. On peut voir, alors, en Suisse, par exemple, les 20 dernières années, il y a chaque fois un livre qui sort, et vous pouvez avoir un résumé en 20 livres, admettons, ou en plus, de l'histoire des 20 dernières années du pays, de la photographie, mais aussi du pays, au fait. Oui. Donc, en fait, pour moi, ces concours ont un peu 2 points. C'est-à-dire, il y a une mise en valeur du métier, montrer qu'on existe, montrer que c'est un métier, et une valeur historique, parce que ces images, vu qu'elles sont liées à l'actualité, sont l'histoire de notre région. Donc pour moi, c'est vraiment très important. Mais c'est généralement accompagné d'expositions aussi. En Suisse, elle tourne dans le pays. Généralement, elle va dans les 3 régions, même 4 régions linguistiques du pays. Et ça aussi, tous les musées qui accueillent ces expositions ont toujours dit que, en fait, le grand public s'intéresse beaucoup à ça. Marqué par la photo du Tchèque Martin Divicek qui montre un homme portant un masque à gaz dans le métro, Laurent Gilliron observe les impacts que la pandémie a eu sur son métier. Alors, premièrement, ça a changé notre travail simplement parce que normalement notre quotidien est fait de manifestations, de conférences de presse, de manifestations sportives, voilà, et tout ça a été arrêté du jour au lendemain. Et du coup, il est clair que notre travail, il a changé parce qu'on a fait du jour au lendemain plus que du Covid, au fait. Donc ça, c'est un premier point. C'est pendant une année, j'ai fait presque le même sujet tous les jours, j'ai envie de dire. Alors avec des variantes différentes, hôpitaux, manifestations, enfin voilà, mais c'est resté très Covid. Donc ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, il a aussi pas mal changé. Moi, j'ai ressenti dans notre pays surtout un peu une volonté du monde de la communication d'avoir un contrôle total sur le monde de l'information, j'ai envie de dire. La profession de photojournaliste a en effet encore beaucoup de défis à relever, qui concernent souvent la qualité des images et le financement par les médias. Les prochains défis de notre profession, c'est clairement trouver des financements pour que de la photographie de qualité ait une place. Là, on voit, alors de nouveau, je parle des régions que je connais, en Suisse, qui est plutôt un pays qui a normalement les moyens, on voit beaucoup de médias se passer de photographes professionnels, et pas que d'agences comme la nôtre, aussi de photographes, photojournalistes freelance, pour les remplacer contre de la photographie de piètre qualité gratuite de lecteurs-reporters, enfin de simples gens avec leur téléphone, où en regardant l'image, on ne comprend rien du tout, où il faut vraiment lire la légende pour comprendre qu'est-ce qu'il y a sur l'image. Et on voit concrètement des médias
aller dans cette direction en fait. Pourquoi ? Parce que avoir une photographie d'un professionnel, c'est comme un journaliste, comme vous, ça a un coût et certains médias préfèrent s'en passer en fait. Et ça, c'est dangereux pour notre métier. C'est la fin de cette émission préparée pour vous par l'équipe de Radio Prague International. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'information tchèque en français, ça continue sur français.radio.cz et sur nos réseaux sociaux. À bientôt. Naslyšenou.